trouve que c'est assez édifiant de voir comment on peut faire, effectivement, de reconnecter les produits finis aujourd'hui, les produits à haute valeur ajoutée, avec la ressource locale. Et ça, je pense que c'est un défi intellectuel. Et quand on le reconnecte avec les difficultés des propriétaires, eh bien, on a toute l'urgence de l'enjeu. Je repose la question. Si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas, c'est le moment. On va avoir le temps aussi de partager. Et je sais pas, oui, Leslie, c'est avec plaisir si tu veux parler des propriétaires. On n'avait pas spécialement parlé des retombées territoriales. Que j'avais préparé effectivement. Donc, enfin voilà, simplement, Leslie Constantin, moi je travaille pour le réseau des communes forestières Bourgogne-Franche-Comté. J'interviens principalement sur le périmètre jurassien. Et du coup, pour repositionner la philosophie des communes forestières, au sein de notre réseau, on dit que les élus ont grosso modo 3 casquettes. Ils sont propriétaires de forêt et donc ils gèrent leur patrimoine forestier. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur cette question-là, j'en rajouterai peut-être quelques-unes. Et ils sont producteurs d'une matière première qui alimente une filière. Donc ça, c'est sur la casquette propriétaire de forêt. Ils sont aménageurs du territoire et donc avec cette casquette-là, ils doivent anticiper la gestion des risques. Voilà, vous savez aussi que depuis 2022, le Jura n'est plus exempt, ou il n'était pas complètement, mais n'est plus exempt de grands feux de forêt. Il est porteur de politiques de développement économique, donc essayer de fixer de la valeur ajoutée, des emplois sur son territoire. Il est porteur de politiques de transition écologique aussi. Voilà, et essayer d'utiliser et de valoriser la ressource bois dans un objectif carbone, entre guillemets, séquestration, stockage, substitution. Et puis, il est maître d'ouvrage, et en tant que maître d'ouvrage, il est susceptible d'utiliser du bois dans ses réalisations. Donc on a l'exemple parfait à Bois d'Amont, avec l'utilisation du bois local dans la chaufferie et du bois local dans la construction du groupe scolaire. Et du coup, dans cet esprit-là, notre fédération nationale a lancé en 2012 un programme qui s'appelait Sans construction publique en bois local, avec en arrière-pensée la volonté d'une part de produire des vitrines, de faire de nos réalisations publiques des réalisations exemplaires et des réalisations vitrines, des savoir-faire locaux, de l'utilisation des essences de nos forêts. Et donc, depuis le début de la crise 2018-2019, maintenant on réfléchit aussi à cette question de la vitrine, de l'utilisation des bois scolités dans nos constructions. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas non plus énormément de projets, parce que ce sujet devient prégnant depuis assez peu de temps. Le temps de faire émerger les projets et de les faire aboutir, c'est aujourd'hui qu'on voit le résultat. On a effectivement quelques exemples dans le Doubs, à Mèche, je crois, donc chez vous. Il y a des exemples dans le Jura, à Milieu-Villars, à Prénovel, ici. Voilà, donc on a maintenant des réalisations et cette volonté de faire vitrine. Et du coup, un mot aussi, effectivement, donc cette volonté de faire vitrine et cette volonté aussi de démontrer que utiliser notre ressource, ça crée de la richesse dans nos territoires. Et c'est pour ça, alors Héloïse, tu compléteras au besoin, mais c'est pour ça que notre fédération a aussi développé, dans la continuité du programme Sans construction publique en bois local, un outil d'analyse des retombées territoriales. Donc on appelle ART en acronyme, mais analyse des retombées territoriales de ces réalisations qui utilisent du bois local, pour montrer quel impact ça a dans nos territoires. Et donc je vais vous donner quelques éléments sur le groupe scolaire qui se trouve juste à côté. Donc dans le cas de la construction du groupe scolaire, le lot bois représentait grosso modo 660 000 € d'investissement. Et donc avec
pas tout à fait, donc 50% du montant du lot bois qui était du bois local, mais un peu plus en volume, hein, avec cette utilisation du bois local, le montant qui est fixé sur le territoire parce que nous avons utilisé du bois local et des entreprises locales, on est à 510 000 euros, hein, grosso modo, qui sont captés sur le territoire, alors que dans un projet qu'on va appeler classique, qui serait Bois du Nord, entreprise française, grosso modo, on aurait capté sur le territoire 180 000 euros. Donc c'est 330 000 euros supplémentaires sur les 660 000 euros dont je parlais tout à l'heure qui restent sur le territoire grâce à cet investissement du maître d'ouvrage, mais de tous les acteurs de la construction aussi derrière. Et puis évidemment ça a des incidences sur la gestion durable de la forêt, sur nos paysages, notre cadre de vie, le stockage de CO2 et le maintien d'emploi dans nos territoires. Voilà, et du coup, sur ce nouveau volet bois scolité, donc j'ai vu qu'il y avait des documents sur l'utilisation du bois scolité dans la construction qui sont disponibles là-bas, qui ont été élaborés par la Fédération nationale des communes forestières, mais je voulais réaccentuer un peu ce qui a été dit tout à l'heure par le collègue de l'ONF, donc pour vous donner quelques chiffres à l'échelle du département du Jura. Au 15 octobre dernier, dans les forêts publiques du département du Jura, on était à presque 300 000 mètres cubes de bois accidentel, de désigné. On est largement à la récolte annuelle habituelle et on est à x10 sur les produits accidentels par rapport à une année normale. C'est cette année, pour le massif du Jura, et notamment pour les forêts d'altitude ici, un raz-de-marée considérable de bois qui arrive sur le marché, qui nous pose beaucoup de questions. La stratégie de commercialisation a été évoquée. Peut-être quelques mots aussi pour élargir. Voilà, sur l'historique, hein, on a eu, en début de crise, un marché qui était relativement porteur. Des entreprises du sud-ouest ou de la Bretagne, de la filière bois, qui étaient demandeuses de bois parce que ils avaient eu des tempêtes quelques années auparavant, des choses comme ça, et qu'ils étaient en pénurie de bois. Donc on a pu valoriser aussi une partie de nos produits accidentels et continuer à sortir du bois vert de nos forêts vers ces débouchés-là. Ça, c'était le début de la crise, 2018, 2019, 2020. 2020, 2021, 2022, on a eu une chance incroyable parce qu'on avait des volumes qui nous arrivaient sur le marché en grumes sèches énormes, mais on avait un marché qui là pour le coup était euphorique avec voilà, des marchés, des plans de relance au niveau mondial qui ont fait que nos entreprises régionales ont pu valoriser quasi la totalité des bois que l'on récoltait dans nos forêts de manière subie. Le contexte, effectivement, là, il a vraiment changé. C'est-à-dire que le marché n'est plus euphorique, les volumes continuent d'augmenter massivement, et donc, j'ai pas le schéma, mais voilà, par rapport à l'année 2022, on est bien au-dessus du volume de bois désigné en bois sec. Voilà, une très grosse inquiétude sur notre capacité tant à commercialiser les bois, mais aussi à les exploiter. Ça a été dit, mais ça je pense qu'il faut qu'on se le redise. La disponibilité de nos entreprises de travaux forestiers pour réaliser des exploitations de bois sec, en plus, qui sont pas pleinement satisfaisantes, ça va aussi être un facteur limitant à l'avenir. Voilà, des vraies interrogations sur ce sujet-là. Et effectivement, la question de l'anticipation, je ne sais pas si Mathieu, tu travailles avec l'Office aussi sur ces volets-là, mais sur le sujet de l'anticipation, en Bourgogne-Franche-Comté, donc l'ONF est engagé dans un partenariat au moins avec l'INRAE, mais je pense que le département Santé des Forêts aussi, sur FORDED. Donc FORDED qui est un outil d'analyse de photosatellites pour faire de la détection précoce des arbres dépérissants.
Donc par une analyse en fait de l'activité chlorophyllienne des arbres, grâce à ces photos satellites, on peut anticiper les dépérissements et essayer d'y être le plus tôt possible, puisqu'on l'a dit, c'est essentiel, la récolte rapide des bois permet le maintien de leur qualité mécanique, en tout cas pour l'épicéa. Et l'ONF travaille aussi à l'identification de ces forêts vulnérables, donc en croisant des données sur les essences, sur les caractéristiques des peuplements, sur les caractéristiques de la parcelle, pour essayer d'identifier voilà, les forêts les plus vulnérables. Et le jour où on arrive à repasser devant la crise, parce que pour l'instant on la subit pleinement et on a des tels volumes de bois dépérissants qui nous arrivent, que c'est cela qu'on valorise, mais l'objectif c'est demain de pouvoir anticiper effectivement les peuplements condamnés à court terme, d'essayer d'aller intervenir en amont de la crise. Et peut-être juste, parce que c'est pas le sujet complet du jour, mais un petit élargissement, puisque sur les dépérissements, on a eu une bascule qui s'est opérée entre le sapin et l'épicéa, c'est-à-dire que l'épicéa était majoritaire dans les bois dépérissants sur le début de la crise, puisque le typographe est effectivement plus agressif et donc a causé des dépérissements plus rapides immédiatement après les sécheresses. Aujourd'hui, on est sur le sapin et la question de la qualité mécanique du sapin, là, elle est assez différente de l'épicéa. Il y aura peut-être des compléments, mais voilà. Des vraies questions aussi sur ces volumes de sapins dépérissants qui nous arrivent et la façon dont on saura les valoriser. Et donc là aussi, cette question de savoir parfois laisser du bois en forêt, mais en même temps en ayant en tête tous ces nouveaux risques qui nous tombent dessus et que abandonner du bois en forêt peut poser aussi des questions de ce point de vue-là.